Bien, donc on continue sur les dirigeants. On s'était quitté l'autre fois sur la question des pouvoirs des dirigeants. On était en train de terminer en évoquant les clauses particulières qu'on peut trouver dans les statuts et qui limitent les pouvoirs des dirigeants. Donc j'avais pris l'exemple d'une clause qui dirait que pour les actes d'un montant supérieur à je ne sais pas combien, à 150 000 € par exemple, eh bien, alors attendez, il faut que je branche mon téléphone mieux. Voilà. Pour les actes d'un montant supérieur à 150 000 € par exemple, eh bien, il faut une autorisation du conseil d'administration de la société ou de l'assemblée des associés. Et vous avez une règle alors, qui vient du droit européen, mais qu'on trouve y compris dans des sociétés qui ne sont pas soumises aux directives de 68, 2009, 2017, qui est toujours la même directive, mais qui est reprise par des directives de moderne, enfin, qui reprennent le texte initial, et on nous dit aujourd'hui dans beaucoup de textes, exemple l'article L223-18 sur la société à responsabilité limitée, on nous dit que les limitations statutaires des pouvoirs du gérant ou du dirigeant pour les autres sociétés sont inopposables aux tiers. Ça veut dire que quand vous avez une clause qui dit que, à côté de la définition légale des pouvoirs, il faut en plus une autorisation de tel ou tel organe qui n'est pas prévu par la loi, eh bien, ça, c'est inopposable aux tiers. Ça ne veut pas dire que c'est nul, ça veut dire que la société ne peut pas dire à un tiers qu'elle n'est pas engagée parce qu'on n'a pas respecté telle ou telle exigence de ses statuts. Donc la clause qui dit qu'il faut une autorisation du conseil d'administration pour les actes d'un montant supérieur à 150 000 €, c'est une clause qui est inopposable aux tiers. Donc elle existe, elle est valable, mais la société ne peut pas s'en prévaloir vis-à-vis des tiers pour prétendre qu'elle n'est pas opposée. Ça laisse quoi comme option du coup, enfin comme elle peut produire quoi comme effet si elle n'est pas opposable aux tiers? Moi je suis votre dirigeant, je suis le président de votre société, il est écrit dans nos statuts que pour tous les actes d'un montant supérieur à 150 000 €, il faut une autorisation de votre assemblée. Vous découvrez que j'ai vendu un immeuble de la société pour un prix de 1 million €. Peut-être que c'est le prix de marché, mais vous n'étiez peut-être pas d'accord pour qu'on vende l'immeuble. On est d'accord pour dire que si je vends à un tiers, la limitation qui est prévue dans nos statuts est inopposable à ce tiers, donc l'acheteur de l'immeuble, on ne peut pas lui dire non, 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 on ne fait pas la vente parce que dans les statuts, il fallait une autorisation de l'Assemblée, mais qu'est-ce que ça laisse comme moyen d'action, comme sanction possible? Oui? Responsabilité, effectivement, la première chose à laquelle on pense, c'est responsabilité du dirigeant, donc de moi. On peut me reprocher de ne pas avoir respecté les statuts et on met en cause ma responsabilité, on me demande donc d'indemniser la société pour ce non-respect des statuts. Est-ce que ça veut dire... Une fois qu'on a dit ça, c'est pas évident parce que responsabilité, on pense, quand on est juriste dans l'âme, on pense, bon, ben c'est bon, on a fait le travail, ça veut dire on sait ce qu'on dira devant le juge en termes de fondement juridique. Mais qu'est-ce qu'on va lui demander au juge? Mettez-vous un instant dans la peau, plus que du juriste, du praticien vraiment, qui doit conseiller son client. Ok, Dondero, votre président, a vendu l'immeuble de la société. Il n'a pas respecté les statuts. Vous voulez mettre en cause sa responsabilité. Il a vendu l'immeuble 1 million, c'est le prix de marché. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce brave Dondero? Un gars sympa quand même, hein, et compétent avec ça. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Monsieur le Président Dondero, si vraiment on tient à l'embêter? Oui, il a été au-delà des pouvoirs qu'on lui avait confiés, mais concrètement, le juge, vous lui demandez quoi
comme préjudice réparable, comme indemnisation. C'est quoi votre préjudice à vous ici? Avant de mettre un chiffre hypothétique là-dessus, comment vous le définiriez, votre préjudice? Je vois passer responsabilité du dirigeant, faute. C'est tellement sympa qu'on passe l'éponge, très bien, d'accord, mais je ne vous demande pas un chiffre. Comment vous définiriez ce préjudice? Mettez-vous dans la peau d'avocat, et c'est des minoritaires ou des actionnaires pas minoritaires de la société qui viennent vous voir, qui vous disent « on veut demander réparation devant un juge ». Oui, monsieur? Comme les statuts sont prévus pour permettre que la société agisse dans l'intérêt de celle-ci, le fait d'enfreindre les statuts, on peut considérer que c'est contraire à l'intérêt de la société. On est sûr que c'est une faute. Parce que, en plus, on le verra dans un instant, la loi nous dit qu'un cas de responsabilité pour le dirigeant, c'est le non-respect des statuts. C'est une faute. J'ai commis une faute. Il y a marqué qu'il fallait aller voir l'Assemblée pour faire des actes de plus de 150 000 €. Je ne l'ai pas fait. Je suis en faute. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la question, c'est, si vous dites il y a une faute, mais que vous n'identifiez pas un préjudice, vous n'avez pas fait l'intégralité du travail, oui. La société a perdu l'immeuble, mais l'immeuble, il est remplacé dans son patrimoine par 1 million d'euros, qui était sa valeur de marché. Mademoiselle? Préjudice moral, c'est ça? Pardon? Violation des droits des associés, mais ça, c'est plutôt la faute, là encore. Peut-être que ce que vous voulez dire, c'est on a empêché les associés d'exercer leurs droits. C'est ça. Voilà, ils n'ont pas pu voter. S'ils avaient voté, peut-être qu'ils auraient empêché la vente de la société. Donc, le préjudice, ça serait quoi? Concept pas forcément très précis de la responsabilité civile, quand on a un préjudice qui n'est pas certain. Le camion qui vous roule dessus alors que vous allez à votre examen, enfin, toujours le même. Perte de chance, oui, la société a perdu une chance de conserver son immeuble. Alors après, là où ça sera compliqué, c'est si on se rend compte que c'était une bonne opération, que oui, perte de chance, si c'était une bonne opération, si finalement mieux valait pour la société vendre l'immeuble que ne pas le vendre, il restera peut-être toujours un préjudice qui est on n'a pas permis aux associés d'exercer un droit qu'ils s'étaient réservé par leur statut. Ça, c'est peut-être un préjudice plus des associés que de la société. Peut-être, j'ai vu passer le mot moral, donc c'est pour ça que je sautais dessus, mais peut-être qu'il y a un préjudice moral. Mais préjudice moral, c'est des fois c'est important. Parfois, c'est un peu le préjudice, entre guillemets, du désespoir, c'est-à-dire on n'arrive pas à montrer un préjudice réparable, on va chercher un préjudice moral, on a porté atteinte à mes sentiments, à mon honneur, j'ai mal à mon affectio societatis. Bon, ça peut peut-être marcher devant un juge, mais quoi qu'il en soit, donc, mieux vaut commencer par les préjudices qui sont clairement identifiables. Mais pensez, quand vous serez avocat ou simplement stagiaire, pensez quand on vous fait rédiger des conclusions sur un préjudice ou travailler sur un préjudice, n'oubliez pas le préjudice moral en plus des autres préjudices. Oui? Si par exemple on établit qu'au moment de la vente, et puis un an après, au moment où on fait le consentement des dirigeants, il y a une augmentation de la valeur, on peut se dire que c'est un préjudice économique. Si on avait conservé l'immeuble, aujourd'hui, on aurait pu le revendre plus cher, effectivement. Ça peut nourrir la thèse de votre préjudice économique. Oui, s'il y a eu une montée du marché derrière, oui, pourquoi pas. Bon. Donc, ça, c'est effectivement une question, c'est cette limitation des pouvoirs du dirigeant par les statuts. La loi vous dit qu'elle est inopposable au tiers.
mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune sanction. Là où il y a une chose un peu vicieuse, une solution un peu vicieuse, je trouve, un peu dangereuse et inattendue, c'est sur le fait que la jurisprudence lit le texte, les juges lisent le texte en juriste, si c'est inopposable au tiers, a contrario, ça veut dire que c'est opposable par les tiers. Et donc, la jurisprudence, de manière répétée, vous dit que si les statuts prévoient une limitation des pouvoirs du dirigeant, si les tiers, on ne peut pas leur dire la société n'est pas engagée si on ne respecte pas cette limitation, en revanche, les tiers peuvent se prévaloir de la limitation. L'essentiel, il y a quelques arrêts, l'essentiel parmi les plus récents, il y en a eu plusieurs en 2018, Chambre commerciale 14 février 2018, il y en a eu de plus récents, mais c'est toujours la même solution. L'idée, c'est que le tiers peut se prévaloir de la limitation statutaire. La plupart de ces arrêts concernent des actions en justice. Vous avez une société dont les statuts indiquent imprudemment qu'il faut une autorisation des associés pour saisir un juge, et les associés, enfin le dirigeant plutôt, eh bien, il saisit un juge sans demander l'autorisation des associés. La partie adverse regarde les statuts de la société, voit qu'il fallait cette autorisation et dit devant le juge « Désolé, mais notre adversaire, eh bien, n'agit pas correctement en justice car celui qui le représente n'a pas les pouvoirs pour le faire. Il aurait fallu que le gérant ou le dirigeant, quel qu'il soit, ait une autorisation des associés. D'ailleurs, regardez, c'est prévu par les statuts. » C'est surtout en matière d'action en justice qu'on trouve cette solution. On la rencontre aussi plus rarement pour d'autres, pour des contrats. Par exemple, un salarié qui est licencié et il va contester son licenciement en relevant dans les statuts que pour licencier un salarié, il fallait une autorisation de tel ou tel organe. Il n'est pas parti lui-même au statut, il n'est pas associé, mais la jurisprudence, occasionnellement, considère qu'il a la possibilité de se prévaloir de cette limitation statutaire pour dire qu'il n'a pas été licencié valablement. Solution qui est à la fois logique et à la fois un peu étonnante. Elle est logique pourquoi? Une société est créée, elle a des statuts qui prévoient des règles de fonctionnement. On s'attend à ce que les dirigeants et les associés respectent ces règles de fonctionnement. Donc on peut trouver logique que les tiers aillent dire à la société « Vous ne respectez pas vos propres statuts, c'est un problème ». Et en même temps, solution surprenante, parce qu'on pourrait se dire « Mais attendez, c'est quand même un acte interne à la société de savoir s'il faut une autorisation des associés, du dirigeant, etc. Si le dirigeant agit sans cette autorisation et que personne au sein de la société ne s'en plaint, après tout, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on lui a donné implicitement, en tous les cas, ce n'est pas au tiers de venir se prévaloir de ça. Bon. En tous les cas, la jurisprudence répète cette solution qui consiste à dire que les tiers peuvent se prévaloir de ces limitations. Alors, on a un arrêt de la Chambre commerciale du 13 novembre 2013. J'en avais touché quelques mots à l'époque sur mon blog et je l'avais commenté aussi, mais je n'étais pas le seul, qui dit que la société peut dire dans ses statuts que les tiers ne peuvent se prévaloir des limitations statutaires, ce qui est un peu étonnant comme solution. C'est intéressant pour la pratique parce que ça veut dire qu'on peut mettre une espèce de paravent devant ces statuts en disant aux tiers « ça c'est un truc purement interne, vous ne vous en prévalez pas ». Mais bon voilà, on peut se demander si c'est possible de limiter comme ça les droits des tiers. Bon. On a vu une première section sur la nomination des dirigeants, une deuxième section sur leur pouvoir,
Une troisième section, on va aller un peu plus vite maintenant parce qu'on va voir des principes, mais on reverra ces règles pour le droit spécial des sociétés. Troisième section sur la rémunération des dirigeants, qui est toujours un sujet important, un sujet qui fait discuter. Les dirigeants des grandes sociétés ont, surtout dans les très grandes sociétés, des rémunérations qui sont très importantes. Et il y a un débat politique là-dessus quand on vous dit que tel dirigeant a touché plusieurs millions d'euros à titre de rémunération. On se demande, est-ce que c'est normal que sa rémunération soit de 10 fois, 100 fois ou plus supérieure à la rémunération des cadres ou à la rémunération des salariés les moins rémunérés? Il y a tout un débat qui est un débat qu'on n'a pas le temps de voir, mais ça n'est pas notre propos, qui est un débat économique, un débat de gestion. Est-ce que c'est bon pour une société, pour ses performances, que les salariés aient un patron qui est payé 100 fois plus qu'eux? Je vous laisse deviner la réponse, mais comme souvent, ce n'est pas si simple. On peut se dire non, ça crée des injustices, les salariés en veulent à leur employeur, et dans le même temps, enfin, ou plutôt aux dirigeants de la société qui les emploie, dans le même temps, on peut se dire oui, mais ils espèrent prendre sa place, donc ils travaillent mieux. Bon, voilà, on n'a pas le temps de développer beaucoup plus ces idées, mais du point de vue juridique, qu'est-ce qu'il faut connaître là-dessus? 3 points qu'on va voir ensemble. Premier point, le principe et les formes de la rémunération. Deuxième point, on verra le cumul avec un contrat de travail. Et troisième point, on verra la question du montant de la rémunération. Premier point, le principe et les formes de la rémunération. Est-ce qu'il est obligatoire qu'un dirigeant soit rémunéré par sa société? La réponse est non. La réponse est non, ce n'est pas obligatoire. Le dirigeant peut avoir des fonctions qui sont gratuites. C'est souvent le cas dans les petites sociétés, où le dirigeant n'est pas payé en tant que dirigeant. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça alors? Est-ce que c'est par amour du travail bien fait? Oui, sans doute, mais c'est aussi parce qu'il a peut-être un contrat de travail avec la société, et c'est de là qu'il tire sa rémunération. Ça peut être aussi parce qu'il est associé majoritaire, unique, associé avec un certain nombre de parts ou d'actions, et qu'en réalité, sa rémunération, eh bien, il la prend sous forme de dividendes. Donc, on a des dirigeants qui ne sont pas rémunérés pour être dirigeants, mais qui perçoivent une rémunération à un autre titre. Je signale au passage une pratique qu'on rencontre dans certaines sociétés, que la jurisprudence regarde aujourd'hui avec une certaine méfiance, c'est ce qu'on appelle les conventions de management. Et on parle de la pratique des management fees. Fees, ça veut dire commission, F-E-E-S. C'est un mot anglais. Donc, pratique de management fees, c'est-à-dire que certains dirigeants sont payés ou pas par la société, mais occupent une fonction de dirigeant de la société, et ils se font payer par ailleurs au titre d'un contrat de prestation de service, soit directement, soit ils ont fait une société de conseil qu'ils ont créée, une petite société, dont le client principal, voire unique, est la société dirigée par un autre dirigeant. Donc, imaginez que je sois le président de votre société et vous découvrez que je règle des factures au nom de la société à une société qui s'appelle Dondero Conseil. Et Dondero Conseil, eh bien, elle fait son objet social, c'est conseil en management. Donc, moi, je suis le dirigeant, je prends des décisions, mais en même temps, une société intervient
où je suis le seul salarié, fondateur, tout ce que vous voulez, et cette société donne des conseils à votre société. Est-ce que c'est absolument interdit? Bon, déjà, c'est souvent encadré parce que, au titre des conventions réglementées, si je fais intervenir une société dont je suis le dirigeant ou dont je suis l'actionnaire principal ou unique, on va avoir des situations d'application de la procédure des conventions réglementées. Donc, c'est pas dit que j'arrive à faire passer ça de manière absolument occulte. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous choque? Ça va, c'est que 100 000 € par mois, bon. Oh. Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Donc 100 000 € par mois, ça va. Bon, c'est bonne information. Quand vous serez entrepreneur, n'hésitez pas à faire appel à moi, je serai toujours là pour vous aider. Pourquoi ça ne serait pas dans l'intérêt social, cette petite convention? Allez, on baisse les tarifs, mais laissons ces tarifs qui vous gênent. Pourquoi ça ne serait pas dans l'intérêt social? Attendez, il y a mademoiselle, oui. Alors, on pourrait dire que le dirigeant, effectivement, se soustrait en partie à sa responsabilité. C'est pas moi, c'est la société là-bas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, avant de parler de responsabilité? Oui. Alors déjà, il y a un peu un conflit d'intérêts, effectivement. En tant que dirigeant, je devrais défendre votre société. En tant que dirigeant de la société Dondero Conseil, j'ai bien envie que cette société soit grassement payée. Mais c'est pour ça qu'il y a le système des conventions réglementées. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc substantiellement gênant? Oui. Oui, autre chose, je pense que c'est un montage qui paraît fiscalement douteux. Un montage fiscalement douteux. Alors, il y a 30 secondes, on me paye 100 000 € par mois sans barguigner, et là, maintenant, c'est un montage fiscalement douteux. Pourquoi fiscalement douteux? On peut estimer que le dirigeant, en utilisant ce genre de fonctionnement, de se faire rémunérer par une société, tout ça, il essaierait, en fait, si la société, par exemple, n'est pas basée dans le même pays, pourrait permettre de l'argent. Alors, peut se greffer à ça le fait que c'est une société qui est dans un paradis fiscal au sens large et que peut-être que je fais ça pour bénéficier d'une fiscalité plus favorable sur ses rémunérations. Peut-être. Mais le fiscalement douteux, il pourrait être, c'est pas ça que je pensais en premier, mais votre observation est juste. Si on découvre que la société paye des choses qui n'ont pas d'intérêt pour elle, qu'est-ce qu'on invoque en fiscalité comme notion? Une société qui paye des charges qui ne correspondent pas à quelque chose qui est dans son intérêt. Est-ce qu'elle peut déduire ces charges de son bénéfice imposable? La réponse est non. L'administration fiscale considère qu'il y a ce qu'on appelle un acte anormal de gestion et donc elle pourrait contester les paiements faits s'ils ne sont pas conformes à l'intérêt de la société. Ce qui est un ABS pour le dirigeant, c'est souvent vu fiscalement comme un acte anormal de gestion. Ça veut dire qu'on oblige la société à réintégrer ces sommes dans son bénéfice imposable et donc elle est imposée sur ces sommes. Et donc, éventuellement, si on constatait que ces sommes ne sont pas engagées dans l'intérêt de la société, eh bien, on pourrait faire application de cette théorie. Là, on pourrait soutenir, et c'est parfois soutenu, que quand Dondero Conseil intervient, elle ne fait que fournir une prestation que le président Dondero, personne physique, est nommé par votre société, devrait déjà lui fournir. Donc en réalité, on fait appel à cette théorie, on parlait de cause, et aujourd'hui on parlerait de contrepartie, vu que la notion, vous le savez, a disparu, mais l'idée c'est qu'il n'y a pas de cause à l'obligation de payer de votre société. Quand votre société paye ma société Dondero Conseil, elle paye des sommes qui rémunèrent des prestations que votre société devrait déjà avoir parce qu'elle m'a nommé président. Donc vous avez notamment un arrêt de la Chambre commerciale du 23 octobre 2012 qui vient vous dire que
Donc c'est un arrêt qui s'appelle arrêt Mecasonic, parce que c'était le nom de la société, Mecasonic, M-E-C-A-S-O-N-I-C, on devrait dire Mecasonic d'ailleurs. Mais en tous les cas, donc cet arrêt Chambre commerciale 23 octobre 2012 vient vous dire que si la convention de prestation de services recoupe des fonctions du dirigeant, il n'y a pas de cause à l'obligation de la société de payer la prestation de service. J'espère que tout cela est clair. Donc, mais ça, on n'était pas dans la rémunération du dirigeant. On est dans une forme de rémunération indirecte que certains dirigeants s'octroient avec, effectivement, on peut parler de montage parce que le dirigeant a créé une société pour fournir des prestations à la société qu'il dirige. Indépendamment de ça, donc, je vous disais qu'il n'y a pas d'obligation de payer une rémunération au dirigeant, du moins la loi n'indique pas qu'il y aurait une telle obligation. Après, on peut débattre parce que si le mandat social c'est comme un mandat, en principe un mandat c'est gratuit, parce que dans le Code civil un mandat, c'est l'article 1986, c'est considéré comme un contrat d'amis. Donc le principe, c'est la gratuité du mandat, mais la jurisprudence vous dit que si le mandataire est un mandataire professionnel, quelqu'un qui a une activité habituelle de mandataire, alors on inverse la règle et le mandat est présumé rémunéré. Ça, c'est si on applique le droit du mandat. Si on applique le droit des sociétés, la loi ne dit rien, la loi encadre un peu la rémunération, mais quand une rémunération est prévue. Si ni les statuts ni les associés n'ont prévu de rémunération pour le dirigeant, ou l'organe compétent de par la loi, le dirigeant ne peut prétendre à une rémunération. Parmi les quelques textes qu'on peut citer sur la rémunération, ce qui est intéressant, par exemple, c'est en matière de SARL. En matière de SARL, qui est une forme de société très répandue, on se rend compte que les textes ne disent pas quel est l'organe compétent pour attribuer une rémunération. Donc c'est la jurisprudence qui est venue dire que c'était les statuts ou une décision de l'Assemblée des associés qui octroyait une rémunération. Maintenant, dans la société anonyme, par exemple, vous avez je suis en train de retrouver le texte, voilà, c'est l'article L225-47 du Code de commerce. On vous dit « Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est à peine de nullité de la nomination une personne physique, et on vous dit, il détermine sa rémunération, et on précise, dans les conditions prévues à l'article L225-37.2, mais ça veut dire que dans une société anonyme, c'est le conseil d'administration qui détermine la rémunération du président ou du président directeur général. Bon. Donc la rémunération de M. Ghosn, par exemple, en principe, elle est déterminée par le conseil d'administration de la société Renault. Simplement, on peut en parler d'ailleurs tout de suite, dans les sociétés cotées, qui sont les sociétés qui attribuent les rémunérations les plus importantes, on a eu un débat parce que ces dernières années, on a eu des rémunérations qui étaient des rémunérations de montants très importants et
vous avez à chaque printemps, quand vous aviez les assemblées, vous aviez beaucoup d'articles et beaucoup de discussions sur l'octroi de ces rémunérations. Est-ce que c'est normal que dans une grande société, dans les sociétés anonymes particulièrement, la rémunération ne soit pas décidée par les actionnaires, mais soit décidée par le conseil d'administration? La loi donne ce pouvoir au conseil d'administration. Mais le débat a été de plus en plus insistant. Alors, je ne parle pas de choses qui ne sont pas vraiment des rémunérations, mais qui sont, on en parle tout à l'heure, qui sont les parachutes dorés, c'est-à-dire des indemnités de départ accordées aux dirigeants. Ce n'est pas vraiment une rémunération parce que ce n'est pas la contrepartie de l'activité fournie, c'est plutôt une clause d'indemnisation du préjudice que cause la perte de fonction. Bon, on en reparle dans un instant. Mais sur la rémunération, alors quelqu'un dit pas de rémunération, mais des défraiements sont possibles. Des défraiements, ça veut dire le remboursement de frais. Même si les statuts ne disent rien, si le dirigeant engage des frais pour la société, il doit se rendre quelque part pour le compte de la société. Les statuts le disent généralement, mais ça va de soi que le dirigeant, s'il engage ses frais pour la société, peut en obtenir le remboursement sur justification. Mais pour les grandes sociétés, on a eu un débat. Dans les sociétés non cotées, on s'est moins posé la question. On s'est moins posé la question parce qu'il y a un aspect plus contractuel, c'est-à-dire que c'est une société fermée. Je ne dis pas que tout le monde se connaît, mais ça reste de l'ordre des pures relations privées. Dans les sociétés cotées en bourse, déjà ce sont souvent de grandes entreprises avec beaucoup de salariés, donc on considère qu'elles sont moins complètement privées, et on a eu ce débat aussi parce que les rémunérations étaient beaucoup plus importantes, et le débat a mis plusieurs années à éclore, enfin du moins à arriver au stade où on en est actuellement. Le stade où on en est actuellement, c'est l'article L225-37-2 du Code de commerce, c'est la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. C'est du droit spécial, donc on le verra au second semestre, mais l'idée est quand même importante et je dois en parler dès maintenant. C'est ce qu'on appelle le Say on Pay. Say, S-A-Y, on, O-N, Pay, P-A-Y, en 3 mots. Ça veut dire que les actionnaires peuvent se prononcer sur la rémunération. On vous dit que dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, donc dans les sociétés cotées, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués en raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires, et c'est l'Assemblée générale ordinaire qui statue. Donc, c'est le conseil d'administration qui est compétent, mais dans les sociétés cotées, on demande que l'Assemblée générale des actionnaires approuve cette rémunération, et on vous dit ce qui se passe si jamais il n'y a pas d'approbation. On vous dit si l'Assemblée générale n'approuve pas, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux 3 premiers alinéas continuent de s'appliquer. Bon, ce qui est compliqué, c'est que ça veut dire que ceux qui ont décidé avant que l'Assemblée commence à avoir le droit de se prononcer continuera à recevoir effet si elle refuse, mais on a donné un véritable pouvoir de contrôle aux actionnaires qu'ils n'avaient pas précédemment. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas juste le conseil d'administration qui décide. En tous les cas, vous avez, suivant les formes de société, des règles légales ou statutaires, ou comme je l'ai dit pour la SARL, jurisprudentielles, sur quel est l'organe compétent pour déterminer la rémunération. Sur les formes de la rémunération,
vous avez en réalité beaucoup de liberté. Vous pouvez prévoir une rémunération qui est fixe, une rémunération qui est variable ou une rémunération qui est en partie fixe, en partie variable. Vous avez des choses qu'on rencontre parfois, surtout dans les grandes sociétés pour les rémunérations importantes. Vous avez ce qu'on appelle par exemple, en français c'est prime de bienvenue, en anglais c'est golden hello, bonjour doré. Ben oui, bonjour doré, ça veut dire que vous arrivez dans une société et on vous donne une prime de bienvenue. Alors des fois c'est des primes qui sont très importantes. Aux États-Unis, ça se pratique, semble-t-il, plus qu'en France. L'idée d'être payé juste pour signer, enfin juste pour accepter d'entrer en fonction, ça marche pas très bien. Souvent, c'est plus compliqué que ça. C'est pas juste pour signer qu'on donne des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. C'est parce que celui qui signe a quitté des fonctions de dirigeant dans une autre société où il avait peut-être accumulé des droits à ancienneté qu'il perd en quittant ses fonctions à ce moment-là, où il avait peut-être des avantages dont il ne bénéficiera plus jamais. Bon, voilà, ça peut avoir un sens d'indemniser le changement de fonction. Deuxième point qu'on va voir, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail. Le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, est-ce que c'est quelque chose qui va de soi ? Il y a un problème quand même dans le fait d'être en même temps dirigeant, donc d'exercer le pouvoir de direction sur la société, et en même temps salarié de la société, qui est donc employeur du dirigeant. Il y a un problème avec ça. Je vous signale au passage, vous l'avez peut-être vu passer ici ou là déjà, arrêt de la Chambre sociale qui est de mercredi dernier, arrêt, me semble-t-il, très important sur le statut du... Alors c'était un chauffeur de Take It Easy, mais ça concerne tout un tas d'activités aujourd'hui, et arrêt qui va considérer que, au vu du contrôle et du pouvoir de sanction exercé sur cette personne, c'était pas un libre presse, enfin c'était pas un entrepreneur indépendant, mais c'était un salarié. Je referme cette page, c'est un arrêt en plus PBRI, donc c'est un arrêt qui manifestement est important pour la Chambre sociale. Pour le dirigeant, est-ce que le dirigeant peut être en même temps salarié? On peut être surpris de l'idée, mais là, la réponse qui est donnée par le droit général des sociétés, c'est a priori oui, à deux conditions. Et parfois des conditions supplémentaires prévues par les statuts spéciaux. Mais à deux conditions. La première condition, c'est que le dirigeant exerce un emploi effectif. Alors ça va de soi. Vous dites, bah oui, bien sûr, il faut exercer un emploi effectif, mais ça veut dire quoi exercer un emploi effectif? Ça veut dire que les fonctions de salarié doivent être distinctes de celles de dirigeant. Je peux être président de votre société, mais mon contrat de travail, en admettant qu'on me fasse signer un contrat de travail, ça ne peut pas être d'être dirigeant de la société. Parce qu'un contrat de travail, c'est une activité exercée dans un lien de subordination, et je ne peux pas avoir comme activité d'être le chef de la société. On aura du mal à dire qui exerce sur moi le pouvoir hiérarchique. Donc, un emploi effectif, c'est une fonction technique distincte de mon contrat, enfin de mon activité de dirigeant. Exemple, je peux être chargé de la communication de la société sur les réseaux sociaux. C'est pas responsable de la communication, parce que si je suis président, ça va être difficile de distinguer les deux fonctions. Mais c'est moi qui anime les différents comptes, Twitter, Instagram, etc. de la société. Voilà, c'est mon travail, et ça, je le fais sous le contrôle de quelqu'un d'autre dans la société. Vous sentez bien quand même que des fois, on se dit, mais est-ce que vraiment c'est une activité distincte? C'est surtout le deuxième critère qui va être discriminant.
Le deuxième critère, à côté de l'emploi effectif, c'est le lien de subordination. Pour être vraiment salarié et avoir le statut de salarié, il faut que j'exerce une fonction qui n'est pas confondue avec mon mandat de dirigeant, mais en plus, de manière subordonnée. Donc, il faut que j'ai un chef dans la société, quelqu'un qui me donne des ordres et qui contrôle ce que je fais au titre de mon activité salariée. Dites donc, Monsieur le Président, c'est quoi ce boulot-là Pardon, c'est à moi que vous parlez, jeune homme bon, vous comprenez où est le problème. Des fois, c'est pas hyper évident quand même que ce lien de subordination, même si sur le papier il existe, et on a écrit dans le contrat de travail que je répondrai à monsieur ou madame untel dans mon activité de chargé de communication de la société, il n'est pas dit que ça soit dans les faits vraiment effectif. Si ce n'est pas effectif, tous les avantages qui étaient liés à la qualité de salarié vont être remis en cause. C'est-à-dire que si on découvre que depuis des années, je touche un salaire et j'ai les garanties qui vont avec le statut de salarié, alors qu'en réalité, eh bien, c'est soit un supplément de rémunération en tant que dirigeant, soit quelque chose qui ne correspond à rien, eh bien, on va appliquer les sanctions, on va en tirer les conséquences. Par exemple, le jour où je perds mon activité salariée, est-ce que je peux bénéficier des indemnités de perte d'emploi prévues pour les salariés si on découvre qu'en réalité je n'étais pas salarié? La réponse est non. Si la société est en faillite, est-ce que mes salaires sont garantis par l'AGS, qui garantit le paiement des salaires dans une certaine limite? Si on découvre que je ne suis pas salarié, la réponse est non. Donc on tirera les conséquences du fait que je n'ai pas, même si sur le papier on m'a fait un contrat de travail, je n'ai pas en réalité de contrat de travail. Dans certaines sociétés, vous avez des interdictions ou des limitations. Exemple, on va vous dire que dans les sociétés anonymes, je prends cette règle parmi d'autres, mais on va prévoir, je retrouve l'article, on va prévoir une limitation du nombre d'administrateurs qui peuvent, voilà, c'est l'article L225-22, on vous dit dans quelles conditions les membres du conseil d'administration peuvent être salariés de la société, et on vous dit le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Donc si on a 9 administrateurs, pas plus de 3 avec un contrat de travail, donc pas plus de 3 salariés dans le nombre des administrateurs. Pourquoi, à votre avis? Quelle peut être l'explication? Quelle peut être la justification? Mon étudiante en thèse, là, dont je vois qu'elle nous regarde via Facebook, est-ce qu'elle a la réponse? Oui. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas pratique de trouver 9 supérieurs hiérarchiques pour les 9 administrateurs salariés, mais c'est plutôt une question de gouvernance, de bonne gestion de la société. Absolument. Voilà. Si tous les administrateurs sont liés par un contrat de travail et ont un supérieur hiérarchique, qui est peut-être d'ailleurs le président directeur général, on peut imaginer qu'ils vont moins exercer leur pouvoir de contrôle, donc on aura un conseil qui sera moins indépendant qu'il ne devrait l'être si on n'a que des salariés. Voilà. Quelqu'un dit « le cumul n'empêche pas de bien gérer la société ». Bien sûr, on peut dire, mais les salariés sont ceux qui connaissent le mieux la société, le plus intimement, ils connaissent tous les autres salariés de la société. C'est vrai, mais
à un moment donné, peut-être qu'ils sont moins indépendants, peut-être que le fait d'avoir été salarié, quelqu'un dit juge et partie, bon, c'est un peu extrême, mais je comprends, voilà, c'est une manière rapide de le dire, effectivement, enfin, on veut un conseil d'administration qui soit un organe de la société. Si, en même temps, les administrateurs sont dans un lien hiérarchique vis-à-vis d'autres salariés de la société, ben, ils sont moins dépendants. Voilà, ça a des avantages d'avoir des administrateurs salariés, mais avoir que des administrateurs salariés, on se dit qu'on peut comprendre pourquoi ça peut, dans certains cas, être un problème. Bon, dernier point, c'est la question du montant de la rémunération, mais on en a déjà pas mal parlé avec la question de l'organe, mais je réponds ici à une question qu'on peut se poser. Est-ce que les textes posent des plafonds? Est-ce que les textes disent qu'on ne peut pas avoir plus de 1 million d'euros par an ou plus de 3% du chiffre d'affaires de la société par an? Est-ce qu'il y a des plafonds de ce type dans les textes? Alors, vous avez des textes sur les sociétés à participation de l'État. Vous avez un texte, je n'ai pas pris la référence ici, mais c'est un décret qui est de 2009, si je me souviens bien, et qui fixe un plafond de 450 000 € pour la rémunération maximum qui est servie aux dirigeants de ces sociétés. Mais sinon, le principe, c'est qu'on est dans un domaine de liberté contractuelle. La société attribue à son dirigeant la rémunération qu'elle considère juste, opportune. La loi vous dit qu'un organe de la société est compétent. Exemple, le conseil d'administration, éventuellement l'assemblée dans les sociétés cotées, mais le conseil d'administration est compétent pour fixer la rémunération. La loi ne dit pas qu'une rémunération supérieure à tant n'est pas valable. Deux observations quand même là-dessus. Première observation, quand on vous dit le conseil d'administration est compétent, en réalité, ce n'est pas un contrat. Je veux dire par là que, en pratique, bien sûr, vous voulez me nommer président de la société. On va discuter, avant que j'accepte mes fonctions, on va discuter sur le montant de ma rémunération. Peut-être même qu'on va signer un papier avec marqué « J'accepte d'être président, ma rémunération sera de temps ». Mais quand vous lisez les textes du Code de commerce, on vous dit juste « Le conseil d'administration détermine la rémunération ». C'est une décision unilatérale d'un organe de la société. Oui, dans les faits, il y a un accord, mais dans les textes, c'est une décision unilatérale. Est-ce que c'est vraiment important? Oui, parce que le Conseil pourrait modifier unilatéralement la rémunération. Alors, en pratique, le dirigeant va démissionner. Mais il ne peut pas dire « on ne touche pas à ma rémunération tant que je ne suis pas d'accord pour qu'on y touche ». La loi donne pouvoir au conseil d'administration de déterminer la rémunération et il l'a déterminée au départ, il peut la modifier. Donc, le principe, c'est que la société, par le biais de son organe, détermine librement la rémunération. Et la deuxième observation que je voulais faire là-dessus, c'est qu'il y a quand même un moment où ça va s'arrêter cette liberté, c'est le moment où la rémunération est manifestement excessive. Enfin, la limite, c'est l'abus de biens sociaux ou l'abus de confiance. Si vous percevez des rémunérations qui ne correspondent pas, mais de manière caractérisée, à une activité pour la société, vous commettez le délit d'abus de biens sociaux ou le délit d'abus de confiance dans les sociétés pour lesquelles il n'y a pas le texte spécial sur l'ABS.
Je vous rappelle que c'est des délits sur l'utilisation des biens de la société dans l'intérêt personnel du dirigeant. Le dirigeant qui reçoit, alors vous direz, mais le dirigeant, il fait que recevoir, il n'est pas à l'origine. Ben, si le dirigeant perçoit tous les mois une rémunération alors qu'il ne fait rien pour la société, ou une rémunération très importante alors qu'il fait très peu pour la société, on peut considérer que, et quelques décisions l'admettent, que c'est de l'abus de biens sociaux ou de l'abus de confiance. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est beaucoup plus facile de dire que dans une petite société, le dirigeant qui ne fait rien et qui perçoit 3 000 € ou 4 000 € de rémunération mensuelle, là, commet de l'abus de biens sociaux. Dans une très grande société qui va mal à un moment donné, le dirigeant qui perçoit quand même une rémunération de plusieurs millions d'euros, là, on a du mal à dire que c'est de l'abus de biens sociaux. Mais celui qui n'a rien fait et qui perçoit un petit quelque chose se fait, pardon du terme, allumer beaucoup plus facilement que celui qui fait avec de très mauvais résultats et qui perçoit des sommes qui sont très 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 supérieures à ceux qu'a perçu l'autre. Oui. Alors, vous avez... la jurisprudence a été un peu fluctuante sur le sujet. En principe, le seul qui peut agir, c'est la victime directe, donc c'est la société. Et elle va le faire... alors, le problème, c'est que le dirigeant ne va pas porter plainte contre lui. L'action en responsabilité ut singuli, il ne me semble pas qu'elle permette de porter plainte. Bon, on en parle juste après là sur l'action ut singuli, mais les salariés, vous avez eu, attendez. Bon, tout à l'heure sur la responsabilité pénale. Voilà. Mais oui, c'est vrai que si vous perdez votre emploi parce que le dirigeant est en train de vider la société, on peut penser que vous avez effectivement un vrai intérêt à agir là-dessus. Donc, ça c'était sur les rémunérations. Section 4, obligations et responsabilités. Sur les obligations, on peut les détailler un peu rapidement parce qu'en réalité, ces obligations, souvent elles correspondent à des droits qu'on a déjà vus, mais une précision que je dois donner tout de suite, c'est qu'on trouve finalement très peu de choses. Alors attendez, quelqu'un pose une question sur la rémunération. Oui, la rémunération est décidée et choisie par le conseil d'administration. Alors comment caractériser l'abus? L'abus, c'est si vous montrez que le dirigeant perçoit une rémunération de 100 alors que son activité ne lui prend que quelques heures par mois, ou alors qu'il n'a manifestement jamais mis les pieds dans la société. C'est deux choses distinctes. Si le dirigeant s'attribue une rémunération sans respecter les règles légales d'attribution des rémunérations, déjà, oui, ça c'est sans doute de l'abus de biens sociaux. Peu importe le montant. Il prend des sommes auxquelles il n'a pas droit. Mais, autre hypothèse, on respecte les règles légales de détermination de la rémunération, mais on verse une rémunération qui n'est pas justifiée, qui est très excessive, et bien là aussi, c'est de l'abus de biens sociaux. Les juges ne sont jamais à l'aise quand ils doivent apprécier ce que vaut le dirigeant. Ils ne sont jamais à l'aise parce que ce n'est pas facile de dire une entreprise, c'est très complexe à apprécier, et il faut arriver à dire le dirigeant a fait ça, ça et ça vaut tant. Donc les juges sont beaucoup plus à l'aise quand ils peuvent voir clairement que le dirigeant n'a rien fait du tout et perçoit une rémunération. Voilà, donc c'est pour ça que je disais c'est plus facile d'attraper celui qui a perçu une rémunération petite mais qui n'a rien fait du tout que celui qui perçoit une rémunération très importante dans une grande société qui va mal parce que voilà, le juge est très mal à l'aise pour dire que
ah oui, mais c'est de l'abus de biens sociaux. En plus, ça veut dire que dans ce cas-là, il y a plein d'autres dirigeants qui peuvent peut-être voir leur rémunération contestée. Donc, section 4, obligations et responsabilités. Paragraphe 1er, les obligations, et on verra ensuite la responsabilité. Sur les obligations, qu'est-ce qu'il faut dire? Sur les obligations, dans le Code civil ou dans le Code de commerce, vous n'avez pas une liste des obligations du dirigeant. Vous avez d'ailleurs à peine un statut du dirigeant. On vous dit la société est dirigée par, si je prends la SARL, on vous dit la société a un ou plusieurs gérants et on vous donne ses pouvoirs, on vous dit comment il est révoqué, mais tout ça est vu du point de vue de la société. Quand on vous dit que le dirigeant engage sa responsabilité s'il ne respecte pas la loi ou les statuts, ben c'est à vous de comprendre que, à contrario, que vu de l'autre côté, ça veut dire que le dirigeant a l'obligation de respecter la loi et les statuts. Ces obligations du dirigeant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il y a, moi je vois 3 obligations, il y en a peut-être plus, mais il y a des obligations qui sont des obligations comme respecter la loi ou les statuts. Bon, je ne les mets pas dans la liste des obligations. Les obligations que je vois pour le dirigeant, c'est obligation d'information. Le dirigeant est une sorte de mandataire. Première obligation, donc obligation d'information. Le dirigeant est une sorte de mandataire. Il doit informer son mandant, c'est-à-dire la société, parfois d'autres dirigeants ou directement les associés, sur ce qu'il fait pour la société. Il n'y a pas de textes qui le disent de manière générale, mais si je regarde dans les textes spéciaux, je vois dans le texte sur la société anonyme L225-35, on me dit « Le président ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ». Ça veut dire que le PDG a en main toute une série d'informations, il doit donner aux autres dirigeants, aux administrateurs, l'information que lui a et dont eux ont besoin pour exercer correctement leur mission. Après, il y a toutes les choses comme les rapports de gestion qu'il faut présenter à l'Assemblée, tout ça fait partie de cette obligation d'information. Ça, c'est la première obligation qui pèse sur le dirigeant. Deuxième obligation qui n'est pas, là encore, clairement affirmée par les textes, mais qui existe incontestablement, c'est le devoir de loyauté. Un dirigeant, c'est, une fois encore, une forme de mandataire. Vous lui confiez des pouvoirs très importants sur la société. Il doit agir de manière loyale à l'égard de la société. On manque de grandes décisions qui affirment clairement cela. Mais on a quelques décisions qui vont vous dire incidemment que le dirigeant engage sa responsabilité s'il n'a pas respecté son devoir de loyauté à l'égard de la société. Vous avez notamment un arrêt de la Chambre commerciale du 10 février 1998 Vous avez des arrêts plus récents, notamment un arrêt du 15 novembre 2011, Chambre commerciale 15 novembre 2011, ces arrêts plus récents
concerne ce que l'on appelle la captation d'une opportunité d'affaires. C'est intéressant ça, parce que ce n'est pas dans les textes. Les textes vous disent que le dirigeant ne peut pas utiliser un bien de la société dans son intérêt personnel. Une opportunité d'affaires, c'est une possibilité pour la société de gagner de l'argent ou de réaliser une opération intéressante. Par exemple, acheter un immeuble, par exemple, obtenir un contrat. Alors quelqu'un parle de l'arrêt Villegrain, c'est pas tout de suite. L'arrêt Villegrain, c'est la loyauté à l'égard des associés, j'en parle dans un instant. Là, je suis dans la loyauté à l'égard de la société. Cette loyauté, donc on a des arrêts comme celui de 98 qui l'ont reconnu, mais les arrêts les plus récents sont intéressants parce qu'ils étendent cette loyauté à un cas particulier qui est celui de la captation des opportunités d'affaires. Je répète, une opportunité d'affaires, c'est une possibilité pour la société de gagner de l'argent, de faire une opération intéressante, et le dirigeant, lorsqu'il voit une opportunité d'affaires, eh bien, des arrêts comme l'arrêt du 15 novembre 2011 vont vous dire que le dirigeant commet une faute en s'appropriant cette opportunité d'affaires. Le dirigeant commet une faute en s'appropriant cette opportunité d'affaires. Normalement, il devrait pouvoir capter cette opportunité d'affaires parce qu'il y a la liberté d'entreprendre, la liberté de contracter. Je peux acheter l'immeuble que je vois là si je découvre qu'il est à vendre. Mais si j'ai découvert qu'il était à vendre pendant que dans le cadre de mon activité de dirigeant, et que, en achetant l'immeuble, je prive ma société, que je suis chargé de diriger, de la possibilité de s'enrichir, alors on peut considérer qu'il y a une faute commise par le dirigeant parce qu'il aurait dû en laisser profiter sa société. C'est intéressant, en droit comparé, il y a quelques années j'avais écrit un article sur le sujet, parce qu'aux États-Unis, vous avez beaucoup de décisions qui se sont interrogées là-dessus. C'est un contentieux assez récurrent, et assez souvent d'ailleurs, ce qui était marrant là-dessus, c'est que les juges américains aiment bien systématiser, donc ils vont vous dire qu'il y a une grille de critères. Nous, on le fait aussi, mais on le fait de manière un peu moins systématique. On va dire le dirigeant a commis une faute ou n'a pas commis une faute. Et puis quand vous regardez, vous voyez que nous aussi, on a des critères. Exemple, parmi les critères retenus aux États-Unis et dont on fait application nous aussi en réalité, est-ce que c'est avec des moyens de la société que l'opportunité d'affaires a été mise au jour? Est-ce que c'est dans le cadre de son activité de dirigeant que le dirigeant, est-ce que c'est sur son temps de travail, ce n'est pas tout à fait le même critère, que le dirigeant a eu connaissance de l'opportunité d'affaires? Si on peut répondre oui, ça veut dire que c'est une opportunité d'affaires qui doit aller à la société plutôt qu'au dirigeant. Ça, c'est sur la loyauté envers la société. De manière peut-être moins évidente, la jurisprudence a reconnu un devoir de loyauté à l'égard des associés, mais dans un cadre bien particulier, et c'est effectivement l'arrêt Villegrain qui est en cause, de la Chambre, alors Villegrain, V-I-L-G-R-A-I-N, Chambre commerciale, 27 février 1996, ça concerne une situation particulière. Chambre commerciale, 27 février 1996, le dirigeant auquel un associé demande soit de racheter ses parts, soit de lui trouver un acheteur pour ses parts ou ses actions, et ce dirigeant rachète à 100
mais a déjà trouvé quelqu'un derrière pour lui racheter à 200, à 300, bref, à un prix beaucoup plus élevé. Est-ce que, moi, dirigeant, j'ai l'obligation, quand je vous rachète à vous, actionnaires, vos actions, de vous dire que j'ai déjà trouvé des repreneurs pour vos actions qui vont me permettre de m'enrichir énormément. Vos actions de la société, je vous les rachète 100, mais moi derrière, j'ai des acheteurs potentiels qui attendent, j'ai déjà négocié avec eux. Dès que j'ai vos actions en main, je les leur revends et je leur revends pour 3 fois plus. Est-ce que par principe, si je n'étais pas dirigeant, est-ce que j'aurais l'obligation de vous dire « Oh là, vous me vendez 100, mais vous savez, moi, demain, je revends à 3 fois ce prix-là. Hein. » Non, allez-y, président Donderon, on vous aime bien, toujours, pas de responsabilité tout à l'heure, là, des actions vendues à prix cassé. En principe, si je n'étais pas dirigeant, si j'étais un autre actionnaire, ou si j'étais un tiers, est-ce que j'ai le devoir de vous révéler que j'ai des acheteurs? Oui. Il y a effectivement la liberté de contracter. Quelle décision nous dit à peu près ça de la Cour de cassation? Que je peux vous acheter sans avoir d'obligation de vous informer sur la valeur réelle de ce que vous me vendez. Voilà, c'est l'arrêt Baldus. L'arrêt Baldus, c'est j'achète des photos à quelqu'un qui ne sait pas que Baldus est un photographe connu et du coup, on vous dit que l'acheteur n'a pas obligation d'informer le vendeur sur la valeur réelle de ce qu'il vend. Mais quand on est dans le cadre particulier où c'est le dirigeant d'une société qui achète des actions ou des parts d'un associé, là on considère qu'il a un devoir de loyauté vis-à-vis de cet associé. Et donc il ne peut pas faire cela, il doit l'informer sur les possibilités qu'il a de revendre les actions plus chères. Donc ça a été dit et redit par un certain nombre de décisions postérieurement à l'arrêt Villegrain. Précision quand même qui est apportée par la Chambre commerciale dans un arrêt du 12 avril 2016. Il est précisé qu'il faut quand même, il ne suffit pas de montrer que vous avez vendu 100 et que le dirigeant, quelque temps après, a revendu 200. Il faut montrer que le dirigeant avait des informations qu'il aurait pu vous révéler et qu'il ne vous a pas révélées. On est dans l'idée que la loyauté qui est due, elle repose sur la confiance, c'est-à-dire que les associés font confiance aux dirigeants et donc le dirigeant, s'il achète 100, tout le monde pense que c'est le vrai prix. Que c'est la valeur réelle des titres. Et puis après, quelqu'un arrive et dit « Mais moi, je suis très intéressé, j'achète les actions de 200 », le dirigeant, s'il ne savait pas déjà qu'il avait cette possibilité de revendre à 200, eh bien, il n'a pas commis de faute, il n'a pas manqué à son devoir de loyauté. Dernier devoir qu'on peut évoquer, c'est le devoir de diligence, dernière obligation, c'est le devoir de diligence. Ça n'est pas dit par les textes, mais c'est dit notamment par une décision importante qui est l'arrêt du Crédit martiniquais, Chambre commerciale 30 mars 2010, qui nous dit qu'il faut se comporter, quand on est administrateur, en administrateur prudent et diligent. Ça a l'air un peu contradictoire. Je suis prudent, donc j'avance avec précaution. En même temps, diligent, je vais vite. Mais voilà, dans une certaine... il faut trouver comment on concilie ça. Mais je mettrai en premier la diligence, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, il faut exercer ses fonctions de manière satisfaisante pour la société.
On pourrait débattre du principe de précaution. Est-ce que le dirigeant qui se dit, voilà, dans le doute, mieux vaut ne rien faire, je ne sais pas. Est-ce que finalement la bonne solution dans ce cas-là, c'est d'aller voir l'Assemblée pour demander à l'Assemblée ce qu'elle en pense? Pas sûr que le dirigeant reste longtemps en poste s'il passe son temps à demander la validation pour tout aux associés. En tous les cas, donc, troisième obligation dont on parle finalement assez rarement, c'est l'obligation de diligence. Pas mal de textes imposent aux dirigeants de faire certains actes avec des échéances particulières, par exemple informer les actionnaires de certaines choses. On peut rattacher ça aussi au devoir de diligence. Ça, c'était sur les obligations. Deuxième aspect dans cette section, obligations et responsabilités, la responsabilité. Là où on a le plus de choses à dire, c'est sur la responsabilité civile, mais on va toucher aussi quelques mots sur la responsabilité pénale et sur la responsabilité fiscale du dirigeant. Sur la responsabilité civile, qu'est-ce qu'il faut dire? Cette responsabilité civile, elle est encourue vis-à-vis de la société, ça semble le plus naturel. La société a chargé le dirigeant d'une fonction. S'il l'exerce mal, il doit indemniser la société. On peut aussi envisager, mais on va voir avec quelles limites, que le dirigeant soit responsable vis-à-vis des associés. On peut encore envisager qu'il soit responsable vis-à-vis des tiers. Et on va voir là aussi qu'il y a des limites à cela. Et dernier point sur la responsabilité civile, quand je vois le danger qu'il y a à être dirigeant, je peux avoir envie de m'assurer, et certaines sociétés ont un dirigeant qui bénéficie d'un contrat d'assurance pour se couvrir des risques encourus dans l'exercice de sa fonction. Premier point, responsabilité à l'égard de la société. On peut avoir, il y a quelques textes, surtout dans les régimes spéciaux, qui définissent la responsabilité du dirigeant. Un des plus détaillés, c'est l'article L225-251, qui nous dit quoi? Donc, L225-251 du Code de commerce. Je constate que le code qui m'a été fourni est un code en feuillet. Voilà, c'est très pratique. Donc, les administrateurs et le directeur général de la société anonyme sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, on y revient. Et on nous dit qu'ils sont responsables quand? Envers la société. Soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes. Donc, premier cas, quand on viole la loi ou le décret. Premier cas de responsabilité. Deuxième cas, violation des statuts. L225-251 nous liste les cas de responsabilité des dirigeants de la société anonyme, violation de la loi ou du décret, très bien, violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Dernier cas de responsabilité en cas de faute. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte? Est-ce qu'il est merveilleusement bien rédigé? C'est très large. Mais est-ce que c'est la peine de commencer à dire que violer la loi engage la responsabilité, violer les statuts de la société engage la responsabilité? J'ai été nommé pour diriger une société qui a des statuts, donc ça me donne le cadre de ma fonction. Et dernier cas, si je commets une faute, c'est évident que violer la loi, c'est commettre une faute. Et violer les statuts, c'est assez peu discutable que c'est aussi une faute. Donc ce n'était pas très utile de commencer à lister. Bon, on aurait dû plutôt dire il est responsable des fautes commises dans sa gestion, et notamment de la violation de la loi, des statuts, et on pourrait rajouter d'autres choses. Dans d'autres droits, vous avez des listes dans certains droits étrangers, dans des droits anglo-saxons. Il me semble que le Companies Act anglais
alors je ne sais plus s'il liste les cas de responsabilité ou les obligations du dirigeant dont découle la responsabilité, mais j'ai souvenir de textes qui vous disent des choses comme il doit participer régulièrement aux décisions du conseil d'administration, du Board of Directors. Donc vous comprenez que c'est une cause de responsabilité. En droit français, pour sanctionner un dirigeant qui ne va jamais au conseil d'administration, il faut commencer par dire que c'est une faute de ne pas aller au conseil d'administration pour pouvoir engager sa responsabilité. Bon, donc, voilà sur les motifs d'engagement de la responsabilité, violation de la loi, violation des statuts, faute plus largement. Bien sûr, le fait de ne pas respecter une loi, par exemple, un dirigeant qui ne respecte pas une règle qui est dans le code de l'environnement, eh bien, la société va pouvoir engager sa responsabilité. La société va peut-être être sanctionnée. Elle va pouvoir dire à son dirigeant qu'elle lui demande réparation du préjudice qu'a causé la faute qui consiste à ne pas respecter le code de l'environnement. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer une information qui était que pour la première fois, une société avait été condamnée, une société qui exploitait un navire de croisière parce qu'elle avait fait remplir les réservoirs du navire avec un carburant qui était un carburant qui avait plus, je crois, de soufre ou je ne sais plus, en tous les cas, qui n'était pas conforme à ce que le code de l'environnement français demande. Eh bien, le responsable, c'est d'abord la société, mais la société peut dire aux dirigeants « Pourquoi n'avez-vous pas respecté cette norme obligatoire ? C'est une faute de ne pas avoir respecté cette norme, et le préjudice qu'a la société, eh bien, elle peut en demander réparation aux dirigeants. » Ça, c'est un point important donc, dans la responsabilité à l'égard de la société. Deuxième point important, sur l'action particulière qui peut être exercée, c'est là qu'il faut distinguer ce qu'on appelle l'action ut universi et l'action ut singuli. Si la société agit en responsabilité contre son dirigeant, qui exerce l'action en responsabilité? Oui. Voilà, normalement, c'est le dirigeant. En théorie, rien n'interdit à votre société, représentée par moi-même, président Bruno Dondero, d'exercer une action en responsabilité contre Bruno Dondero pour mauvaise gestion de la société. Ben vraiment, je m'en veux, j'ai mal dirigé la société, je venais pas assez au bureau, je travaillais pas assez, bon, je m'en veux tellement. Écoutez, vous savez quoi, j'ai demandé à un avocat d'agir au nom de la responsabilité. C'est moi qui agis, hein, mais c'est l'avocat, je lui ai demandé de faire une assignation contre moi. Voilà, hein, comme ça, j'aurai la conscience tranquille. Bon, je vais me défendre bec et ongle, mais bon, rien n'interdit cela. Mais vous comprenez que ce n'est pas hyper fréquent comme situation. Donc, pour éviter que pendant toute la période où un dirigeant est en place, la société n'agisse jamais en responsabilité, bon, déjà vous avez la possibilité que d'autres dirigeants, avec un pouvoir de représentation de la société, exercent l'action en responsabilité. Je prends un exemple absolument théorique, je veux dire par là que je n'ai aucune information secrète que la presse n'aurait pas, mais j'ai mis en ligne hier, par exemple, un communiqué de la société Renault. La société Renault vous dit que c'est son conseil d'administration, je crois que c'était le 22 novembre qu'il a fait ce communiqué. On vous dit que, comme le président directeur général est empêché, et comme c'est lui qui était le représentant légal de la société, eh bien, comme il est empêché, puisqu'il est entre guillemets en garde à vue, mais on a compris que la garde à vue japonaise, c'est quand même quelque chose d'assez costaud, comme il est en garde à vue et qu'il ne revient pas avant un petit bout de temps, le conseil d'administration nomme un directeur général délégué, donc quelqu'un qui a le même pouvoir que
que le président directeur général pour représenter la société. Enfin, du moins que le directeur général pour représenter la société. Ce directeur général, imaginons qu'il découvre que M. Ghosn a commis des fautes particulières lorsqu'il était aux commandes de la société, eh bien, je répète, c'est un exemple, je ne suis pas en train de révéler des choses particulières, c'est un exemple pédagogique, eh bien, le directeur général délégué pourrait, au nom de la société, exercer une action en responsabilité contre le président directeur général ou l'ex-président directeur général. Ça, c'est une chose particulière, mais comme on se dit qu'il est possible que les dirigeants soient de mèche et que les dirigeants n'exercent jamais l'action en responsabilité, on a autorisé de manière exceptionnelle, c'est-à-dire de manière dérogatoire à la règle qui est que normalement ce sont les dirigeants qui agissent en responsabilité, on a autorisé, c'est l'article L225-252 pour la société anonyme, mais aujourd'hui vous l'avez de manière plus générale à l'article 1843-5, on vous dit, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement par les actionnaires, ceux-ci peuvent, soit individuellement, soit par une association, soit en se groupant, exercer l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Ça veut dire que si on découvre que le dirigeant a commis des fautes, un ou plusieurs actionnaires peuvent agir contre lui en responsabilité au nom de la société. Il fallait un texte spécial pour le dire parce que ça n'est pas la manière normale pour la société d'exercer une action en justice. Elle ne peut agir que par le biais de ses dirigeants. Et là, la loi autorise exceptionnellement l'exercice de l'action de la société par des actionnaires. En pratique, ce n'est pas si fréquent que ça que cette action soit exercée, parce que pour avoir envie d'exercer l'action, il faut beaucoup aimer la société, puisque quand vous exercez l'action, si vous gagnez, qui va bénéficier du résultat de l'action? C'est la société. Vous êtes en train d'exercer l'action de la société victime, et si vous exercez l'action de la société victime, eh bien, vous agissez au nom de la société victime pour que la société victime soit indemnisée de son préjudice. Ce n'est pas directement dans votre poche que va tomber le résultat de l'action en responsabilité. Donc c'est quelque chose, alors on peut le rencontrer dans les grandes sociétés, particulièrement si c'est une association d'actionnaires qui agit, mais dans les plus petites sociétés, vous le verrez plus rarement. L'actionnaire qui n'est pas content va plutôt essayer de revendre ses actions que de se lancer dans des procès exercés au nom de la société contre le dirigeant. Un point important aussi, c'est le fait que, et on terminera là-dessus pour aujourd'hui, c'est l'article L225-253. Il y a une pratique qu'on rencontre dans les sociétés, vous l'avez déjà entendu passer sans doute, c'est la pratique de donner quitus. Quand on approuve les comptes de l'exercice, donner quitus, Q-U-I-T-U-S, ça veut dire que vous dites à quelqu'un que vous reconnaissez qu'il a exercé correctement ses fonctions. C'est un peu une formule de style. L'Assemblée approuve les comptes de l'exercice et donne quitus aux administrateurs. Si vous approuvez les comptes, on peut penser que vous dites dans le même temps, ce n'est pas juste une approbation de l'aspect comptable, vous dites en même temps aux administrateurs et aux dirigeants, enfin, au PDG, vous avez bien dirigé la société.
Mais est-ce que ça interdit d'agir en responsabilité contre eux? La réponse est non, parce que l'article L225-253 dit « Aucune décision de l'Assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. » Donc, on peut donner quitus tout ce qu'on veut, on peut dire même qu'on s'engage à ne pas agir en responsabilité contre eux, ça peut être décidé par 100% des associés, mais ça n'éteint pas l'action en responsabilité de la société. Ça me fait me poser une autre question, mais à laquelle les textes ne répondent pas. Vous connaissez la transaction. Une transaction, c'est un contrat par lequel on se fait des concessions réciproques. Je pense que vous m'avez causé un préjudice, je pourrais agir en responsabilité contre vous, c'est pas sûr que je gagne, c'est pas sûr que je perde, donc on fait une transaction, on dit je m'engage à ne pas agir en responsabilité devant un juge, mais vous me versez une certaine somme, moins que ce que j'aurais demandé devant un juge, mais quelque chose quand même. Est-ce qu'on peut prévoir une transaction entre une société et son dirigeant? Je pense que oui, et en pratique, ça existe, mais c'est vrai que le texte est un peu perturbant, parce qu'on vous dit que l'Assemblée ne peut pas éteindre une action en responsabilité. Et alors, ça veut dire qu'une société peut faire un contrat par lequel elle dit qu'elle n'ira jamais devant le juge si on lui donne un peu d'argent, parce qu'il faut faire des concessions réciproques. Bon, c'est un texte qui a été écrit pour d'autres choses, pour éviter que, en assemblée, le dirigeant vienne chercher des renonciations à agir contre lui. Mais voilà, c'est un texte qui se concilie mal avec la pratique des transactions. On continue dès demain avec la responsabilité, cette fois-là, du dirigeant à l'égard des associés. Merci beaucoup. Merci beaucoup.